Les Hauts de Hurlevent par Émilie Brontë. Chapitre 21. Nous eûmes bien du tracas avec la petite Cathy ce jour-là. Elle s'était levée toute joyeuse, impatiente de rejoindre son cousin. La nouvelle du départ de celui-ci détermina chez elle des larmes et des lamentations si passionnées qu'Edgar lui-même fut obligé de la calmer en lui affirmant qu'il reviendrait bientôt. Il ajouta toutefois « si je puis le reprendre ». Et c'est ce qu'il était impossible d'espérer. Cette promesse ne la rassura que faiblement, mais le temps eut plus de pouvoir, et bien que parfois elle demandât encore à son père quand Linton reviendrait, les traits de ce dernier devinrent si vagues dans sa mémoire qu'elle ne le reconnut pas quand elle le revit. Lorsqu'il m'arrivait, en allant faire des courses à Gimmerton, de rencontrer la femme de charge de Hurlevent, je ne manquais pas de lui demander comment allait le jeune maître, car il vivait dans une réclusion presque aussi complète que Catherine elle-même, et on ne le voyait jamais. Je sus par elle que sa santé était toujours délicate, et qu'il était très fatigant pour son entourage. Elle me dit que M. Heathcliff semblait avoir pour lui de plus en plus d'aversion, bien qu'il fît quelques efforts pour dissimuler ce sentiment. Le son de sa voix lui était antipathique, et il était absolument incapable de rester plusieurs minutes de suite dans la même chambre que lui. La conversation entre eux était rare. Linton apprenait ses leçons et passait ses soirées dans la petite pièce qu'ils appelaient le petit salon, ou bien restait couché toute la journée, car il attrapait tout le temps des rhumes, des refroidissements, des douleurs, des misères de toutes sortes. « Je n'ai jamais connu d'être si pusillanime, » ajouta la femme, « ni si préoccupé de soi-même. Ce sont des histoires sans fin si je laisse la fenêtre ouverte, tant soit peu tard dans la soirée. Oh, c'est mortel, un souffle de l'air de la nuit. Il veut avoir du feu, en plein été. La pipe de Joseph est un poison. Il lui faut toujours des sucreries et des friandises, et toujours du lait, encore du lait, sans qu'il se soucie le moins du monde qu'en hiver nous soyons rationnés, nous autres. Enveloppé dans son manteau fourré, il reste enfoui dans son fauteuil au coin du feu, à siroter un peu de pain grillé et d'eau, ou une autre drogue qui chauffe sur la grille. Si Ayrton, par compassion, vient le distraire, Ayrton n'a pas une mauvaise nature, quoiqu'il soit bourru, ils finissent régulièrement par se séparer, l'un jurant, l'autre pleurant. Je crois que le maître aurait plaisir à voir Earnshaw le battre comme plâtre s'il ne s'agissait de son fils. Et je suis sûre qu'il serait capable de jeter l'enfant à la porte s'il connaissait la moitié des petits soins qu'il se prodigue à soi-même. Mais il ne s'expose pas à en avoir la tentation. Il n'entre jamais dans le petit salon, et si Linton commence ces manières-là devant lui dans la salle, il l'envoie aussitôt en haut. Je devinais par ce récit que la privation complète de sympathie avait rendu le jeune Heathcliff égoïste et désagréable, s'il ne l'était pas déjà originellement. Mon intérêt pour lui s'affaiblit en conséquence, bien que son sort m'inspirât toujours de la pitié et du regret qu'il ne fût pas resté avec nous. Monsieur Edgar m'encourageait à chercher à me renseigner. Il pensait beaucoup à lui, je crois, et n'aurait pas hésité à courir quelques risques pour le voir. Il me dit un jour de demander à la femme de charge si Linton ne venait jamais dans le village. Elle me répondit qu'il n'y avait été que 2 fois, à cheval, avec son père. Et les 2 fois, il avait prétendu être absolument rompu pendant les 3 ou 4 jours qui avaient suivi. Cette femme de charge quitta Léo, si je me souviens bien, 2 ans après l'arrivée de Linton. Elle fut remplacée par une autre que je ne connaissais pas et qui est encore là. Le temps continua de s'écouler à la grange, aussi agréablement qu'autrefois. Miss Cathy atteignit ses 16 ans. Jamais nous ne fêtions joyeusement l'anniversaire de sa naissance. Parce que c'était aussi l'anniversaire de la mort de mon ancienne maîtresse. Son père passait invariablement ce jour-là seul dans la bibliothèque. À la tombée de la nuit, il allait jusqu'au cimetière de Gimmerton, où il restait souvent passer minuit. Catherine en était donc réduite à ses propres ressources pour se distraire. Le 20 mars fut, cette année-là, une belle journée de printemps. Quand son père se fut retiré, ma jeune maîtresse descendit, habillée pour sortir, et me dit qu'elle désirait faire avec moi une promenade sur le bord de la lande. M. Linton lui avait permis, si nous n'allions qu'à courte distance et si nous étions rentrés dans 1 heure.
Ainsi, dépêchez-vous, Hélène, s'écria-t-elle. Je sais où je veux aller. C'est à un endroit où s'est installée toute une bande d'oiseaux. Je voudrais voir s'ils ont déjà fait leur nid. Cela doit être assez loin, répondis-je. Ils ne font pas leur couvée sur le bord de la lande. Non, ce n'est pas loin. J'ai été tout auprès, avec papa. Je mis mon chapeau et sortis, sans m'inquiéter davantage. Elle bondissait en avant, revenait près de moi et repartait comme un jeune lévrier. Au début, je pris grand plaisir à écouter les alouettes qui chantaient de tous côtés, à jouir de la douce chaleur du soleil et à la regarder, elle, ma petite enfant gâtée, avec ses boucles blondes qui flottaient sur ses épaules, ses joues brillantes qui s'épanouissaient aussi fraîches et pures que des roses sauvages, et ses yeux rayonnant d'une joie sans nuage. Elle était heureuse comme un ange dans ce temps-là. Quel dommage qu'elle n'ait pu se contenter de son sort. Eh bien, dis-je, où sont vos oiseaux, Miss Cathy ? Nous devrions les avoir trouvés. La haie du parc de la Grange est à une grande distance derrière nous maintenant. Oh, un peu plus loin, seulement un peu plus loin, Hélène, me répondait-elle continuellement. Gravissez ce tertre, franchissez ce talus, et avant que vous soyez arrivés de l'autre côté, j'aurai fait lever les oiseaux. Mais il y avait tant de tertres à gravir et de talus à franchir que je finis par me sentir fatiguée et lui dis qu'il fallait nous arrêter et revenir sur nos pas. Je dus crier, car elle m'avait devancé de beaucoup. Elle ne m'entendit pas ou ne m'écouta pas. Elle continua de courir en avant et je fus forcé de la suivre. Enfin, elle disparut dans un creux. Quand je parvins à la revoir, elle était à 2000 plus près des hauts de Hurlevent que de la Grange. J'aperçus 2 personnes qui l'arrêtaient, et j'eus la conviction que l'une d'elles était M. Heathcliff lui-même. Cathy avait été prise en flagrant délit de pillage, ou du moins de recherche de nids de coqs de bruyère. Les hauts étaient le domaine de M. Heathcliff, et celui-ci réprimandait la braconnière. « Je n'en ai pris ni trouvé aucun, » disait-elle, pendant que je peinais pour les rejoindre, et elle étendait les mains pour confirmer sa déclaration. « Je n'avais pas l'intention d'en prendre, mais papa m'a dit qu'il y en avait des quantités ici, et je désirais voir les œufs. » Heathcliff me jeta un coup d'œil, accompagné d'un sourire méchant qui indiquait qu'il connaissait son interlocutrice, et par conséquent qu'il était animé envers elle de dispositions malveillantes. Il demanda qui était papa. « Monsieur Linton, de Thrushcross Grange, » répondit-elle. « Je pensais bien que vous ne me connaissiez pas, car autrement vous ne m'auriez pas parlé de cette manière. » « Vous supposez donc que votre papa est hautement estimé et respecté ?» dit-il d'un ton sarcastique. « Et vous ? Qui êtes-vous » demanda Catherine, en regardant avec curiosité son interlocuteur. « J'ai déjà vu cet homme-là. Est-ce votre fils ?» Elle désignait l'autre individu, Ayrton, que 2 années de plus n'avaient fait que rendre plus massif et plus fort. Il avait l'air aussi gauche et aussi rude que jamais. « Miss Cathy, » interrompis-je, « il va y avoir 3 heures que nous sommes dehors, au lieu d'1. Il faut réellement que nous rentrions. »« Non, cet homme-là n'est pas mon fils, » répondit Heathcliff en m'écartant. « Mais j'ai un fils, et vous l'avez déjà vu lui aussi. Quoique votre gouvernante soit très pressée, je crois qu'un peu de repos vous ferait du bien à toutes 2. Voulez-vous simplement contourner ce monticule couvert de bruyère et entrer chez moi ? Vous n'en regagnerez ensuite votre demeure que plus vite, étant reposée, et vous serez la bienvenue. » Je dis tout bas à Catherine qu'elle ne devait sous aucun prétexte accepter cette proposition, qu'il ne pouvait absolument pas en être question. « Pourquoi ? » demanda-t-elle tout haut. « Je suis fatiguée d'avoir couru, et le terrain est humide. Je ne puis m'asseoir ici. Allons-y, Hélène. En outre, il dit que j'ai déjà vu son fils. Il doit se tromper, je pense. Mais je devine où il habite. À la ferme que j'ai visitée en revenant des rochers de Penistone, n'est-ce pas ? En effet. Allons, Nelly, taisez-vous. Ce sera pour elle un plaisir de voir notre intérieur. Ayrton, va en avant avec la jeune fille. Vous, Nelly, venez avec moi. Non, elle n'ira pas dans un pareil endroit, m'écriai-je en luttant pour dégager mon bras qu'il avait saisi. Mais elle avait contourné le monticule en courant à toute vitesse, et elle était déjà presque sur le seuil de la porte.
Le compagnon qu'on lui avait désigné ne prit pas la peine de faire mine de l'escorter. Il s'esquiva par la route et disparut. « Monsieur Heathcliff, c'est très mal, continuai-je. Vous savez fort bien que vos intentions ne sont pas bonnes. Elle va rencontrer Linton, elle racontera tout dès que nous serons rentrés, et c'est sur moi que retombera le blâme. »« Je désire qu'elle voie Linton, » répondit-il. « Il a meilleur aspect depuis quelques jours. Il n'arrive pas souvent qu'il soit présentable. Nous la persuaderons facilement de tenir sa visite secrète. Où est le mal là-dedans ? Le mal est que je m'attirerai l'animosité de son père s'il découvre que je l'ai laissé entrer dans votre maison. Et je suis convaincu que vous avez de mauvais desseins en l'y poussant. Mon dessein est aussi honnête que possible. Je vais vous l'exposer en entier. C'est que les deux cousins puissent s'éprendre l'un de l'autre et s'épousent. J'agis généreusement envers votre maître. Son rejeton n'a pas d'espérance, et, si elle entre dans mes vues, elle en aura aussitôt, puisqu'elle partagera avec Linton les droits à ma succession. Si Linton mourait, et sa vie est bien incertaine, Catherine serait l'héritière. Non, elle ne le serait pas. Il n'y a dans le testament aucune clause qui l'établisse. Les biens de mon fils me reviendraient, mais pour prévenir les disputes, je désire leur union et suis résolu à la réaliser. Et moi, je suis résolu à ne plus jamais la laisser approcher de chez vous, répliquai-je, comme nous atteignions la barrière où Miss Cathy nous attendait. Heathcliff me dit de me tenir tranquille, et nous précédant dans le chemin, se hâta d'ouvrir la porte. Ma jeune maîtresse lui lançait de fréquents regards, comme si elle ne savait trop que penser de lui. Mais il souriait quand il rencontrait ses yeux, et adoucissait la voix en lui parlant. J'étais assez folle pour m'imaginer que la mémoire de sa mère pouvait l'empêcher de lui vouloir du mal. Linton était devant la cheminée. Il avait été se promener dans les champs, car il avait sa casquette sur la tête, et il appelait Joseph pour se faire apporter des souliers secs. Il était devenu grand pour son âge, il s'en fallait de quelques mois qu'il eût 16 ans. Ses traits étaient restés jolis, ses yeux et son teint plus brillants que je n'en avais le souvenir. Mais seulement d'un éclat passager, dû à la salubrité de l'air et à l'influence du soleil. « Eh bien, qui est cela ?» demanda M. Heathcliff en se tournant vers Cathy. « Pouvez-vous me le dire ?»« Votre fils ?» dit-elle, après les avoir examinés tous deux alternativement d'un air de doute. « Oui, oui. Mais est-ce la première fois que vous le voyez ? Ah, vous avez la mémoire bien courte. Linton, te rappelles-tu ta cousine, que tu nous tourmentais tant pour revoir ? » « Quoi ? Linton ?» s'écria Cathy, dont le visage s'illumina d'une surprise joyeuse à ce nom. « Est-ce là le petit Linton ? Il est plus grand que moi. Êtes-vous vraiment Linton ?» Le jeune homme s'avança et l'assura qu'elle ne se trompait pas. Elle l'embrassa de bon cœur et tous deux considérèrent avec surprise le changement que le temps avait apporté dans leur apparence. Catherine avait atteint toute sa croissance. Ses formes étaient à la fois pleines et élancées, ses muscles avaient l'élasticité de l'acier, et son aspect général étincelait de santé et de vie. Les regards et les mouvements de Linton étaient languissants, son corps extrêmement grêle, mais il y avait dans ses manières une grâce qui tempérait ses imperfections et qui faisait qu'il n'était pas déplaisant. Après avoir échangé avec lui de nombreuses marques d'affection, sa cousine se dirigea vers M. Heathcliff, qui était resté près de la porte, partageant son attention entre ce qui se passait au-dedans et ce qui se passait au-dehors. Ou plutôt, feignant de partager son attention, mais, en réalité, n'observant que les deux jeunes gens. « Ah ! Ainsi vous êtes mon oncle » s'écria-t-elle, en se haussant pour l'embrasser. « Il me semblait que je vous aimais, bien que vous m'eussiez mal accueilli au début. Pourquoi ne venez-vous pas à la grange avec Linton ? C'est bizarre de vivre depuis tant d'années si près de nous, sans être jamais venu nous voir. Pourquoi ? Je suis venu à la grange 1 ou 2 fois de trop, avant votre naissance. Bon, au diable ! Si vous avez des baisers disponibles, donnez-les à Linton. Sur moi, ils sont perdus. Méchante Hélène ! S'écria Catherine, se précipitant vers moi pour me submerger sous un flot de caresses. Vilaine Hélène, qui a essayé de m'empêcher d'entrer. Mais à l'avenir, je ferai cette promenade tous les matins.
Le permettrez-vous, mon oncle? Et quelquefois j'amènerai papa. Ne serez-vous pas content de nous voir? Certainement, répondit l'oncle, avec une grimace à peine contenue, qui témoignait de sa profonde aversion pour les deux visiteurs en question. Mais attendez, continua-t-il, en se tournant vers la jeune fille. Maintenant que j'y pense, il vaut mieux que je vous le dise. Monsieur Linton a une prévention contre moi. Nous nous sommes querellés, à une certaine période de notre existence, avec une férocité peu chrétienne. Dites-lui que vous êtes venu ici, et il vous interdira complètement toute visite. Il ne faut donc pas que vous en parliez, pour peu que vous vous souciez de revoir votre cousin par la suite. Vous pouvez venir si vous voulez, mais n'en parlez pas. Pourquoi vous êtes-vous querellé? Demanda Catherine, très décontenancée. Il m'a trouvée trop pauvre pour épouser sa sœur, et s'est fâché que j'en ai obtenu la main. Son orgueil était blessé, et il ne me le pardonnera jamais. C'est mal. Un jour ou l'autre, je le lui dirai. Mais Linton et moi n'avons rien à voir dans votre querelle. S'il en est ainsi, je ne viendrai pas ici. C'est lui qui viendra à la grange. Ce serait trop loin pour moi, murmura Linton. Faire 4000 à pied me tuerait. Non, venez ici, Miss Catherine, de temps à autre. Pas tous les matins, mais 1 ou 2 fois par semaine. Le père lança sur son fils un regard d'amer mépris. Je crains, Nelly, de perdre ma peine, me dit-il à voix basse. Miss Catherine, comme l'appelle ce niais, s'apercevra de ce qu'il vaut et l'enverra au diable. Ah, s'il se fût agi de Ayrton. Savez-vous que 20 fois par jour, j'envie Ayrton, tout dégradé qu'il est. J'aurais aimé ce garçon, s'il eût été un autre. Mais je ne crois pas qu'il y ait de danger que cette petite fille, elle, s'éprenne de lui. Et si cet être pitoyable ne se démène pas un peu vivement, je lui susciterai un rival en la personne de Ayrton. Nous estimons que Linton vivra au plus jusqu'à 18 ans. Oh, la peste soit de l'insipide animal. Le voilà occupé à se sécher les pieds, et il ne la regarde même pas. Linton! Oui, mon père? N'as-tu rien à montrer à ta cousine nulle part? Pas même un terrier de lapin ou de belette? Emmène-la dans le jardin, avant de changer de chaussures, et aux écuries, voir ton cheval. Ne préféreriez-vous pas rester ici? Demanda Linton, en s'adressant à Cathy sur un ton qui exprimait sa répugnance à bouger. Je ne sais pas, répondit-elle, en jetant un regard d'envie vers la porte. Elle avait visiblement un vif désir de remuer. Il resta assis et se rapprocha encore du feu. Heathcliff se leva, alla à la cuisine et de là dans la cour, appelant Ayrton. Ayrton répondit, et bientôt tous deux rentrèrent. Le jeune homme venait de se laver, comme on pouvait s'en rendre compte, au brillant de ses joues et de ses cheveux humides. « Oh, je peux vous le demander, à vous, mon oncle !» s'écria Catherine, en se rappelant l'assertion de la femme de charge. « Celui-là n'est pas mon cousin, n'est-ce pas ?»« Si, » répondit-il. « C'est le neveu de votre mère. Est-ce qu'il ne vous plaît pas ?» Catherine prit un drôle d'air. « N'est-ce pas un beau gars ?» continua-t-il. La malhonnête petite personne se dressa sur la pointe des pieds et chuchota une phrase à l'oreille de Heathcliff, qui se mit à rire. Le visage de Ayrton s'assombrit. Je m'aperçus qu'il était très sensible au manque d'égard qu'il soupçonnait, et qu'il avait évidemment une vague notion de son infériorité. Mais son maître, ou tuteur, le rasséréna, en s'écriant. « Tu seras très apprécié par nous, Ayrton. Elle dit que tu es un... Comment, déjà? Enfin, quelque chose de très flatteur. Allons, va faire avec elle le tour de la ferme. Et conduis-toi en gentleman, hein? Pas de gros mots. Ne va pas la dévisager quand elle ne te regardera pas, et avoir l'air de vouloir te cacher la figure quand elle te regardera. Quand tu parleras, parle lentement, et ne tiens pas tes mains dans tes poches. En route, et distrais-la aussi agréablement que tu pourras. » Il surveilla le couple qui passait sous la fenêtre.
Earnshaw détournait la tête. Il paraissait étudier avec l'intérêt d'un étranger et d'un artiste ce paysage qu'il connaissait si bien. Catherine lui lança un coup d'œil narquois qui n'exprimait que peu d'admiration. Puis, elle se mit en devoir de trouver elle-même des sujets d'amusement et s'en alla gaiement, d'un pas leste, en fredonnant un air pour suppléer aux défauts de conversation. « Je lui ai lié la langue, » observa Heathcliff. « Il ne risquera pas une seule parole de toute la promenade. Nelly, vous vous souvenez de moi, quand j'avais son âge, ou même quand j'avais quelques années de moins. Ai-je jamais eu l'air aussi stupide, aussi empaillé, comme dit Joseph ? Plus, répliquai-je, car vous étiez plus morose par-dessus le marché. Il me donne de la satisfaction, poursuivit-il, en pensant tout haut. Il a répondu à mon attente. S'il eût été naturellement idiot, mon plaisir serait moitié moindre, mais il n'est pas idiot, et je peux sympathiser avec tous ses sentiments, les ayant éprouvés moi-même. Je sais très exactement ce qu'il souffre en ce moment, par exemple. Ce n'est d'ailleurs qu'un simple avant-goût de ce qu'il souffrira. Il ne sera jamais capable de sortir de son abîme de grossièreté et d'ignorance. Je le tiens mieux que ne me tenait son coquin de père, et je l'ai fait descendre plus bas, car il s'enorgueillit de son abrutissement. Je lui ai appris à mépriser comme une sottise et une faiblesse tout ce qui n'est pas purement animal. Ne croyez-vous pas que Hindley serait fier de son fils, s'il pouvait le voir, presque aussi fier que je le suis du mien? Mais il y a une différence. L'un est de l'or employé comme pierre de pavage, l'autre du fer blanc poli pour jouer un service d'argent. Le mien n'a aucune valeur en soi. Pourtant, j'aurais le mérite de le pousser aussi loin qu'un si pauvre air peut aller. Le sien avait des qualités de premier ordre. Elles sont perdues. Je les ai rendues plus qu'inutiles, funestes. Moi, je n'ai rien à regretter. Lui, il aurait à regretter plus que qui que ce soit. Et le plus beau est que Ayrton m'est attaché en diable. Vous conviendrez qu'ici j'ai surpassé Hindley. Si ce défunt drôle pouvait sortir de sa tombe pour me reprocher mes torts envers sa progéniture, j'aurais l'amusement de voir ladite progéniture le repousser et s'indigner qu'il ose médire du seul ami qu'elle ait au monde. Heathcliff laissa échapper un rire de démon à cette idée. Je ne fis aucune réponse, car je voyais qu'il n'en attendait pas. Cependant, notre jeune compagnon, qui était assis trop loin de nous pour pouvoir entendre ce que nous disions, commençait à manifester quelques symptômes d'embarras. Il se repentait sans doute de s'être privé lui-même du plaisir de la société de Catherine, par crainte d'une légère fatigue. Son père remarqua les regards inquiets qu'il lançait vers la fenêtre et sa main hésitante, tendue vers sa casquette. « Debout, paresseux !» s'écria-t-il, avec un enjouement affecté. « Cours après eux. Ils sont juste au tournant, près des ruches. » Linton rassembla ses forces et quitta le coin du feu. La fenêtre était ouverte, et au moment qu'il sortait, j'entendis Catherine qui demandait à son peu sociable compagnon ce que signifiait l'inscription au-dessus de la porte. Ayrton regarda en l'air et se gratta la tête comme un vrai bouffon. « C'est quelque maudite écriture, » répondit-il. « Je ne peux pas la lire. »« Vous ne pouvez pas la lire » s'écria Catherine. « Je peux la lire, moi. C'est de l'anglais. Mais je voudrais savoir pourquoi elle est là. » Linton ricana. C'était la première manifestation de gaieté de sa part. « Il ne sait pas ses lettres, dit-il à sa cousine. Auriez-vous cru qu'il existât un pareil âne ? Est-ce qu'il est dans son état normal ? Demanda sérieusement Catherine. Ou est-ce un innocent ? Je l'ai questionné 2 fois, et chaque fois, il a pris un air si stupide que je crois qu'il ne m'a pas comprise. En tout cas, je le comprends à peine, lui. Linton se remit à rire et jeta un coup d'œil sarcastique sur Ayrton, qui, en ce moment, ne paraissait certes pas tout à fait dénué de compréhension. « Ce n'est que de la paresse, n'est-ce pas, Earnshaw ?» dit Linton. « Ma cousine vous prend pour un idiot. Vous sentez maintenant ce qu'il en coûte de mépriser l'étoffe des livres, comme vous diriez.
Avez-vous remarqué, Catherine, sa terrible prononciation du Yorkshire? Eh ben, à quoi servent-ils ces livres? Grommela Ayrton, plus prompt à répondre à son compagnon de tous les jours. Il se préparait à continuer, mais les deux jeunes gens éclatèrent bruyamment de rire. Ma folle Miss s'était enchantée d'avoir découvert dans son parler étrange un sujet d'amusement. À quoi sert le diable dans cette phrase? Dit Linton en ricanant. Papa vous a recommandé de ne pas dire de gros mots, et vous ne pouvez ouvrir la bouche sans en laisser échapper un. Tâchez de vous tenir comme un gentleman, allons. Si t'étais pas plus une fille qu'un garçon, je t'enverrais rouler par terre, à l'instant pour sûr, misérable avorton, riposta le rustre furieux. Puis il s'en alla, le visage cuisant de rage et d'humiliation, car il avait conscience d'être insulté et ne savait comment se venger. Monsieur Heathcliff, qui avait, comme moi, entendu la conversation, sourit quand il le vit partir. Mais immédiatement après, il lança un regard empreint d'une singulière aversion sur les deux autres, qui restaient à bavarder devant la porte. Le jeune homme avait retrouvé assez d'animation pour discuter les défauts et les imperfections de Ayrton et raconter des anecdotes sur lui. La jeune fille s'amusait de ses médisances haineuses, sans réfléchir à la mauvaise nature qu'elle révélait. Je commençai à ressentir pour Linton plus d'antipathie que de pitié, et à excuser dans une certaine mesure le peu de cas que son père faisait de lui. Nous restâmes jusqu'à l'après-midi. Je n'avais pu décider Miss Cathy à partir plus tôt. Mais heureusement, mon maître n'avait pas quitté ses appartements et demeura dans l'ignorance de notre absence prolongée. Pendant que nous revenions, j'aurais volontiers éclairé ma jeune maîtresse sur les gens que nous venions de quitter. Mais elle s'était mise dans la tête que j'étais prévenue contre eux. Ah ah! Vous vous rangez du côté de papa, Hélène. Vous êtes partiale, j'en suis sûre. Sans cela, vous ne m'auriez pas trompée depuis tant d'années, en me racontant que Linton vivait très loin d'ici. Je suis réellement très fâchée. Mais je suis si contente que je ne peux pas vous témoigner mon mécontentement. Seulement, ne me dites pas de mal de mon oncle. N'oubliez pas que c'est mon oncle, et je gronderai papa de s'être querellé avec lui. Elle continua sur ce thème, et je dus renoncer à essayer de la convaincre de son erreur. Elle ne parla pas de sa visite ce soir-là, parce qu'elle ne vit pas M. Linton. Mais le lendemain, elle raconta tout, à mon grand ennui. Pourtant, je ne le regrettais qu'à demi. Je pensais que la charge de la diriger et de la mettre en garde serait exercée d'une manière plus efficace par son père que par moi. Mais quand il lui exprima le désir de la voir éviter toute relation avec des habitants des Hauts, il montra trop de timidité à lui donner des raisons satisfaisantes, et Catherine tenait à ce qu'on lui fournît de bonnes raisons quand elle voulait faire obstacle à sa volonté d'enfant gâté. « Papa !» s'écria-t-elle dès le matin après l'avoir embrassé. « Devinez qui j'ai vu hier dans ma promenade sur la lande. Ah, papa, vous tressaillez. Vous avez donc eu tort, n'est-ce pas? J'ai vu. Mais écoutez, et vous saurez comment j'ai tout découvert. Et Hélène, qui est liguée avec vous, elle faisait pourtant semblant de me plaindre quand je continuais, malgré mes perpétuelles déceptions, d'espérer le retour de Linton. Elle fit un récit fidèle de son excursion et de ses suites. Mon maître, bien qu'il me lançât plus d'un regard de reproche, ne dit rien jusqu'à ce qu'elle eût fini. Il l'attira alors à lui et lui demanda si elle savait pourquoi il lui avait caché le voisinage de Linton. Pouvait-elle penser que ce fût pour lui refuser un plaisir dont elle aurait pu jouir sans danger? « C'est parce que vous n'aimez pas M. Heathcliff. »« Alors tu crois que j'ai souci de mes propres sentiments plus que des tiens? » ?»« Non, ce n'est pas parce que je n'aime pas M. Heathcliff, mais parce que M. Heathcliff ne m'aime pas. Et parce que c'est un homme diabolique, qui met sa joie à nuire à ceux qu'il hait et à travailler à leur perte, s'ils lui en fournissent la moindre occasion. Je savais que tu ne pourrais conserver de relation avec ton cousin sans entrer en rapport avec lui, et je savais qu'à cause de moi il te détesterait. Aussi, dans ton propre intérêt, et sans aucun autre motif, avais-je pris mes précautions pour que tu ne revisses pas Linton. Je voulais t'expliquer cela un jour, quand tu serais plus grande, et je regrette d'avoir tant tardé. Mais M. Heathcliff a été très cordial, papa,
observa Catherine, qui n'était pas du tout convaincue. Il n'a fait aucune objection, lui, à ce que nous nous voyions. Il m'a dit que je pourrais venir chez lui quand je voudrais, seulement qu'il ne fallait pas que je vous le dise, parce que vous vous étiez querellé avec lui et que vous ne lui pardonniez pas d'avoir épousé ma tante Isabelle. Et c'est vrai, c'est vous qui êtes à blâmer. Lui, au moins, ne demande pas mieux que nous soyons amis, Linton et moi. L'opposition vient de vous. Mon maître, s'apercevant qu'elle ne croyait pas sur parole ce qu'il disait des mauvais sentiments de son oncle, lui fit un résumé succinct de la conduite de celui-ci envers Isabelle, et de la façon dont Hurlevent était devenu sa propriété. Il lui était insupportable de s'appesantir longuement sur ce sujet, car, bien qu'il en parlât rarement, il avait toujours pour son ancien ennemi l'horreur et la haine qui n'avaient cessé d'habiter son cœur depuis la mort de madame Linton. Sans lui, elle vivrait peut-être encore, se disait-il sans cesse, avec amertume. Et à ses yeux, Heathcliff était un meurtrier. Miss Cathy, qui en fait de mauvaises actions ne connaissait que ses petites désobéissances, ses petites injustices, ses petites colères provoquées par la vivacité de son caractère ou par l'irréflexion, et dont elle se repentait le jour même, fut stupéfaite de cette noirceur d'âme, capable de couver et de dissimuler une vengeance pendant des années, de poursuivre méthodiquement ses plans sans éprouver de remords. Elle parut si frappée et révoltée de ce nouvel aspect de la nature humaine, exclue jusqu'à présent de toutes ses études et de toutes ses idées, que M. Edgar jugea inutile de prolonger ses explications. Il ajouta simplement « Tu sauras désormais, ma chérie, pourquoi je désire que tu évites sa maison et sa famille. Retourne maintenant à tes occupations et à tes amusements habituels, et ne pense plus à eux. » Catherine embrassa son père et se mit à étudier tranquillement ses leçons pendant 2 heures, selon son habitude. Puis elle l'accompagna dans la propriété, et la journée se passa comme à l'ordinaire. Mais le soir, quand elle fut rentrée dans sa chambre et que j'allai chez elle pour l'aider à se déshabiller, je la trouvai en pleurs, à genoux, au pied de son lit. « Oh, fille, sot enfant !» m'écriai-je. « Si vous aviez de vrais chagrins, vous seriez honteuse de verser une larme pour cette petite contrariété. Vous n'avez jamais eu l'ombre d'une peine sérieuse, Miss Catherine. Supposez pour une minute que le maître et moi soyons morts et que vous restiez seule au monde. Qu'éprouveriez-vous alors? Comparez l'occasion présente à une affliction comme celle-là, et rendez grâce au ciel des amis que vous avez, au lieu d'en convoiter d'autres. Ce n'est pas pour moi que je pleure, c'est pour lui. Il comptait bien me revoir demain, et il va être si désappointé. Il m'attendra, et je ne viendrai pas. Sottise. Vous figurez-vous qu'il pense à vous autant que vous pensez à lui? N'a-t-il pas en Ayrton un compagnon? Il n'y a pas une personne sur 100 qui pleurerait parce qu'elle perd une connaissance qu'elle a juste vue 2 fois pendant 2 après-midi. Linton devinera bien ce qu'il en est et ne s'inquiétera plus de vous. « Mais ne pourrais-je pas lui écrire un mot pour lui faire savoir pourquoi je ne puis venir ?» demanda-t-elle en se relevant. « Et lui envoyer ses livres que je lui ai promis de lui prêter. Les siens ne sont pas si jolis que les miens. Et il a manifesté une grande envie de les avoir quand je lui ai dit combien ils étaient intéressants. N'est-ce pas possible, Hélène ? » ?»« Non, certainement pas, répliquai-je d'un ton ferme. Car alors il vous répondrait, et cela n'en finirait pas. Non, Miss Cathy, il faut cesser toute relation. C'est ce que veut votre papa, et j'y veillerai. Mais comment un simple petit mot pourrait-il ? Insista-t-elle d'un air suppliant. Silence, interrompis-je. Nous n'allons pas recommencer avec vos petits mots. Allez, au lit. Elle me lança un regard très méchant, si méchant que d'abord je ne voulus pas l'embrasser en lui souhaitant bonne nuit. Je bordai son lit et fermai la fenêtre, très mécontente, mais, me repentant à mi-chemin, je revins doucement. Et que vis-je ? Miss, debout près de la table, un morceau de papier blanc devant elle et à la main, un crayon qu'elle fit disparaître d'un air confus quand j'entrai. « Vous ne trouverez personne pour porter cette lettre, Catherine, dis-je, si vous l'écrivez. Pour le moment, je vais éteindre cette bougie. » Je mis l'éteignoir sur la flamme, ce qui me valut une tape sur la main et une pétulante exclamation. « Vilaine créature !» Puis je la quittai de nouveau, la laissant dans une de ses humeurs les plus exécrables. Elle tira le verrou derrière moi.
La lettre fut achevée et expédiée par un laitier qui venait du village. Mais je ne le sus que quelque temps après. Les semaines passèrent et Cathy retrouva son égalité de caractère. Elle prenait toutefois un plaisir étonnant à rester seule dans les coins. Souvent, si j'arrivais à l'improviste près d'elle pendant qu'elle lisait, elle sursautait et se penchait sur son livre avec le désir évident de le dissimuler. Je finis par découvrir des bouts de papier détachés qui dépassaient entre les feuillets. Elle prit aussi l'habitude de descendre le matin de bonne heure et de flâner près de la cuisine, comme si elle attendait l'arrivée de quelque chose. Elle avait dans un petit meuble de la bibliothèque un tiroir où elle farfouillait pendant des heures et dont elle avait grand soin de retirer la clé en s'en allant. Un jour, comme elle inspectait ce tiroir, j'observai que les jouets et les babioles qu'il contenait récemment encore, s'étaient transformés en morceaux de papier pliés. Ma curiosité et mes soupçons s'éveillèrent. Je résolus de jeter un coup d'œil sur ces mystérieux trésors. Le soir, dès que je fus sûre que Catherine et son père étaient remontés, je cherchai dans mon trousseau une clé qui alla à la serrure et en trouvai facilement une. J'ouvris le tiroir, en vidai le contenu dans mon tablier et l'emportai pour l'examiner à loisir dans ma chambre. Bien que je me doutasse de ce que c'était, je fus pourtant surprise de découvrir que ces papiers formaient une correspondance volumineuse, presque journalière évidemment, de Linton Heathcliff en réponse à des missives de Catherine. Les premières lettres étaient embarrassées et courtes, mais peu à peu, elles devenaient de longues lettres d'amour, absurdes, comme le voulait l'âge de l'auteur, mais qui contenaient pourtant, çà et là, des touches qui me parurent avoir été empruntées d'une main plus expérimentée. Certaines d'entre elles me frappèrent comme des composés bizarres d'ardeur et de platitude. Elles commençaient par l'expression d'un sentiment puissant et finissaient dans le style affecté et diffus qu'un écolier pourrait employer en s'adressant à une bien-aimée imaginaire, immatérielle. Ces lettres-là avaient-elles ou non satisfait Catherine ? Je n'en sais rien. Quant à moi, elles me firent l'effet d'un verbiage insignifiant. Après en avoir parcouru autant que je le jugeais nécessaire, j'attachai le tout dans un mouchoir que je mis de côté, et je refermai le tiroir vide. Suivant son habitude, ma jeune maîtresse descendit de bonne heure et entra dans la cuisine. Je la vis aller à la porte, quand arriva certain petit garçon. Pendant que la fille de la laiterie lui remplissait son pot, Catherine lui fourra quelque chose dans la poche de sa veste et en retira quelque chose. Je fis le tour par le jardin et guettai le passage du messager, qui lutta vaillamment pour défendre son dépôt. Le lait se répandit entre nous deux, mais je réussis à lui arracher l'épître. Après lui avoir fait de sérieuses menaces, en cas qu'il ne rentrât vite chez lui, je restai à l'abri du mur pour parcourir la tendre composition de Miss Cathy. Elle était plus simple et plus éloquente que celle de son cousin, très gentille et très sotte. Je secouai la tête et rentrai pensive dans la maison. La journée était pluvieuse et Catherine ne put se divertir dans le parc. Aussi, quand elle eut terminé ses études matinales, eut-elle recours à la consolation du tiroir. Son père était assis près de la table et lisait, et moi, à dessein, j'étais venue travailler à quelques franges décousues au rideau de la fenêtre, et je ne la perdais pas de vue. Jamais oiseau retrouvant vide le nid qu'il a laissé, plein de petits gazouillants, n'exprima par ses cris d'angoisse et ses battements d'ailes désespoir plus complet qu'elle ne fit par son simple « Oh !» et le changement qui se peignit sur son visage, jusque-là tout heureux. M. Linton leva les yeux. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Tu t'es fait mal ?» dit-il. Son ton et son regard convainquirent Catherine que ce n'était pas lui qui avait découvert son trésor. « Non, papa, » répondit-elle d'une voix étranglée. « Hélène, montez, je suis souffrante. » J'obéis à son appel et la suivis. « Oh, Hélène, c'est vous qui les avez prises !» commença-t-elle, en tombant à genoux dès que nous fûmes enfermés seuls. « Oh, rendez-les-moi, et je ne recommencerai jamais, jamais. Ne le dites pas à papa. Vous ne l'avez pas dit à papa, Hélène, n'est-ce pas ? J'ai été excessivement méchante, mais je ne le ferai plus. » D'un air grave et sévère, je lui dis de se relever. « Ainsi, Miss Catherine, vous êtes allée assez loin, à ce qu'il semble. Vous pouvez en effet être honteuse de ces lettres,
Beau ramassis de niaiseries à étudier pendant vos heures de loisirs. Vraiment, cela mériterait d'être imprimé. Et que supposez-vous que pensera le maître quand je les lui montrerai? Je ne l'ai pas encore fait, mais vous n'imaginez pas que je vais garder vos secrets ridicules. Quelle honte! Et c'est vous qui avez dû avoir l'idée d'écrire de pareilles absurdités. Il n'aurait jamais songé à commencer, lui, j'en suis bien sûre. Non, non, ce n'est pas moi, sanglota Catherine au désespoir. Je n'ai jamais pensé à l'aimer avant que. À l'aimer? M'écriai-je, en mettant dans ce mot tout le mépris dont j'étais capable. À l'aimer? A-t-on jamais entendu chose pareille? C'est comme si je parlais d'aimer le meunier qui vient une fois l'an chercher notre grain. Bel amour, en vérité. En 2 fois vous avez vu Linton, à peine 4 heures en tout dans votre vie. Bon, voici ces niaiseries puériles. Je vais les porter dans la bibliothèque et nous verrons ce que votre père dira de cet amour. Elle bondit pour attraper ces précieuses épîtres, mais je les tenais au-dessus de ma tête. Alors, elle se répandit en supplications frénétiques pour que je les brûlasse, que je fisse n'importe quoi, plutôt que de les montrer. Comme, en réalité, j'étais tout aussi disposée à rire qu'à gronder, car je considérais tout cela comme un enfantillage de petite fille, je finis par me laisser fléchir jusqu'à un certain point, et je lui demandai. Si je consens à les brûler, me promettez-vous loyalement de ne plus envoyer ni recevoir de lettres, ni de livres, car je m'aperçois que vous lui avez envoyé des livres, ni de boucles de cheveux, ni de bagues, ni de jouets? Nous ne nous envoyons pas de jouets, s'écria Catherine, dont l'orgueil surmonta la confusion. Ni rien du tout alors, mademoiselle. Si vous ne me promettez pas, je vais trouver votre père. Je promets, Hélène, dit-elle, en s'accrochant à ma robe. Oh, jetez-les au feu, vite, vite. Mais, comme j'écartais les charbons avec les tisonniers pour faire de la place, elle s'aperçut que le sacrifice était au-dessus de ses forces. Elle me supplia instamment d'en épargner 1 ou 2. 1 ou 2, Hélène, pour garder en souvenir de Linton. Je dénouai le mouchoir et commençai à laisser tomber les lettres par un des angles. La flamme s'éleva en tourbillon dans la cheminée. « J'en aurai une, cruelle créature !» cria-t-elle. Elle plongea la main dans le feu et en retira, aux dépens de ses doigts, quelques fragments à demi calcinés. « Très bien, et j'en aurai aussi quelques-unes à montrer à papa, » répliquai-je, en repoussant le reste dans le paquet, et je me dirigeai vers la porte. Elle jeta les morceaux noircis dans les flammes et me fit signe d'achever le sacrifice, ce qui eut lieu. Je secouai ensuite les cendres et les enfouis sous une pelletée de charbon. Quant à elle, sans dire un mot, et avec le sentiment d'avoir été profondément offensée, elle se retira dans sa chambre. Je descendis pour annoncer à mon maître que le malaise de ma jeune maîtresse était presque dissipé, mais que je jugeais qu'il valait mieux qu'elle restât allongée, un moment. Elle ne voulut pas dîner, mais elle reparut pour le thé, pâle, les yeux rouges, et parfaitement résignée en apparence. Le lendemain matin, je répondis à la lettre par un bout de papier où j'avais écrit. Master Heathcliff est prié de ne plus adresser de billets à Miss Linton, car elle ne les recevra pas. Et désormais, le petit garçon arriva les poches vides. Chapitre 22. À l'été qui tirait sa fin, allait succéder un automne précoce. La Saint-Michel était passée, mais la moisson était tardive cette année-là, et dans quelques-uns de nos champs, la récolte n'était pas encore faite. M. Linton et sa fille allaient fréquemment se promener au milieu des moissonneurs. Le jour qu'on enleva les dernières gerbes, ils restèrent jusqu'à la tombée de la nuit, et le temps, vers le soir, étant devenu frais et humide, mon maître prit un mauvais rhume qui se fixa obstinément sur ses poumons et le tint enfermé tout l'hiver, presque sans interruption. La pauvre Cathy, encore bouleversée de son petit roman, était devenue beaucoup plus triste et plus sombre depuis qu'elle avait dû y renoncer. Son père insista pour qu'elle lût moins et prit plus d'exercice. Elle était privée de sa compagnie. Je crus de mon devoir de le suppléer, autant que possible, auprès d'elle. Mais mon intervention se montra inefficace, car c'est à peine si je pouvais distraire de mes nombreuses occupations journalières 2 ou 3 heures pour l'accompagner. Et ma société était évidemment moins appréciée que celle de son père.
Une après-midi d'octobre, ou du début de novembre, par un temps frais et menaçant, où les feuilles mortes humides bruissaient sur l'herbe et dans les sentiers, où le ciel froid et bleu était à moitié caché par les nuages, sombres bandes noires qui montaient rapidement de l'ouest et présageaient une pluie abondante, je priai ma jeune maîtresse de renoncer à sa promenade, parce que j'étais certaine qu'il y aurait des averses. Elle refusa. À contre-cœur, je mis mon manteau et pris mon parapluie pour aller avec elle jusqu'au bout du parc. C'était la promenade qu'elle préférait en général quand elle se sentait abattue, ce qui lui arrivait invariablement quand M. Edgar allait plus mal qu'à l'ordinaire. Il ne l'avouait pas, mais nous le devinions, elle et moi, à son silence et à son air mélancolique. Elle marchait tristement. Plus de course ni de bond maintenant, bien que le vent froid eût pu l'y inciter. Souvent, du coin de l'œil, je la voyais lever la main et essuyer quelque chose sur sa joue. Je cherchais autour de moi un moyen de donner un autre cours à ses idées. Sur un des côtés du chemin s'élevait un talus haut et raide, où des noisetiers et des chênes rabougris, leurs racines à moitié à nu, se cramponnaient péniblement. Le sol était trop meuble pour les chênes, et la force du vent en avait couché quelques-uns presque horizontalement. En été, Miss Catherine aimait beaucoup à grimper sur ces troncs d'arbres, à s'asseoir sur les branches et à se balancer à 20 pieds au-dessus du sol. Tout en prenant plaisir à son agitation, à son agilité et à son humeur joyeuse et enfantine, je jugeais bon néanmoins de la gronder chaque fois que je la surprenais ainsi en l'air, mais de telle façon qu'elle savait bien n'être pas forcée de redescendre. Depuis le dîner jusqu'au thé, elle restait étendue dans son berceau, balancée par la brise, ne faisant rien que se chanter à elle-même de vieilles chansons, celles que je lui avais apprises quand elle était toute enfant, ou regarder les oiseaux, ses voisins, nourrir leurs petits et les entraîner à voler, ou encore se pelotonner, les paupières closes, moitié pensant, moitié rêvant, plus heureuse que les mots ne sauraient l'exprimer. Regardez, miss, m'écriai-je, en montrant un renfoncement sous les racines d'un des arbres tordus. L'hiver n'est pas encore arrivé ici. Il y a là-haut une petite fleur, le dernier bouton de cette multitude de campanules qui, en juillet, couvrait d'un brouillard lilas ces degrés gazonnés. Voulez-vous grimper et la cueillir pour la montrer à papa? Cathy regarda longtemps la fleur solitaire, tremblant dans son abri de terre, et finit par répondre. Non, je n'y toucherai pas. Mais elle a l'air mélancolique, n'est-ce pas, Hélène? Oui, à peu près aussi engourdie et inerte que vous. Vos joues sont décolorées. Donnez-moi la main et courons. Vous êtes si peu en train que je suis sûre que j'irai aussi vite que vous. Non, répéta-t-elle. Et elle continua de marcher lentement, s'arrêtant pour rêver sur un paquet de mousse une touffe d'herbe fanée, ou un champignon qui jetait sa tache d'un orange clair au milieu des feuillages sombres. De temps à autre, elle détournait le visage et y portait la main. Catherine, pourquoi pleurez-vous, ma chérie? Demandai-je, en m'approchant et en passant le bras sur son épaule. Il ne faut pas pleurer parce que papa a un rhume. Rendez grâces à Dieu que ce ne soit rien de plus grave. Alors, elle n'essaya plus de retenir ses larmes. Sa respiration était étouffée par les sanglots. Oh, ce sera quelque chose de plus grave. Et que deviendrai-je quand papa et vous m'aurez quittée et que je resterai seule? Je ne peux pas oublier vos paroles, Hélène. Elles sont toujours dans mon oreille. Comme la vie sera changée, comme le monde sera lugubre, quand papa et vous serez morts. Nul ne peut dire si vous ne mourrez pas avant nous. Il ne faut pas anticiper sur le malheur. Espérons que des années et des années se passeront avant qu'aucun de nous s'en aille. Le maître est jeune, moi je suis forte et j'ai à peine 45 ans. Ma mère a vécu jusqu'à 80 ans et très alerte jusqu'à la fin. Supposez que M. Linton vive seulement jusqu'à 60 ans. Il aurait encore plus d'années devant lui que vous n'en avez compté jusqu'ici, miss. Et ne serait-il pas absurde de se lamenter sur une calamité plus de 20 ans d'avance? Mais ma tante Isabelle était plus jeune que papa, remarqua-t-elle, en me regardant avec le timide espoir que je continuerais de la rassurer. Votre tante Isabelle n'a eu ni vous ni moi pour la soigner.
Elle n'était pas aussi heureuse que le maître. Elle n'était pas retenue à la vie par tant de liens. Tout ce que vous avez à faire est de bien veiller sur votre père, de le réconforter en vous montrant gai devant lui et d'éviter de lui créer aucun sujet d'anxiété. Faites-y attention, Cathy. Je ne vous cacherai pas que vous pourriez le tuer si vous étiez indiscipliné et irréfléchi. Si vous nourrissiez une affection absurde et chimérique pour le fils d'un homme qui se réjouirait de le voir au tombeau. Si même vous lui laissiez soupçonner que vous vous tourmentez d'une séparation qu'il a jugé bon d'ordonner. Je ne me tourmente de rien d'autre sur la terre que de la maladie de papa. Tout m'est indifférent en comparaison de papa. Et jamais, jamais, oh jamais, tant que j'aurai ma raison, je ne ferai un acte ni ne dirai un mot qui puisse le chagriner. Je l'aime plus que moi-même, Hélène. Ce qui m'en a donné la certitude, c'est que tous les soirs je prie pour lui survivre, car je préférerais d'être malheureuse plutôt que de savoir qu'il sera malheureux. C'est la preuve que je l'aime plus que moi-même. Voilà de bonnes paroles, mais les actes doivent le prouver aussi. Quand il sera rétabli, tâchez de ne pas oublier les résolutions prises à l'heure de la crainte. Tout en parlant, nous nous étions approchés d'une porte qui donnait sur la route. Ma jeune maîtresse, ranimée par un rayon de soleil, grimpa au sommet du mur, s'y installa et se mit en devoir d'atteindre quelques fruits écarlates brillant aux branches supérieures des églantiers qui ombrageaient le bord du chemin. Ceux d'en bas avaient disparu, mais seuls les oiseaux, ou Cathy, dans sa situation présente, pouvaient toucher à ceux d'en haut. En se penchant pour les attirer à elle, son chapeau tomba, et comme la porte était fermée, elle proposa de descendre de l'autre côté pour le ramasser. Je lui dis de prendre garde de tomber, et elle disparut lestement. Mais le retour n'était pas chose aussi aisée. Les pierres étaient lisses et jointoyées, et ni les églantiers, ni les ronces ne pouvaient lui fournir de point d'appui. Moi, comme une sotte, je ne m'en rendis compte que quand je l'entendis rire et me crier. « Hélène, il va falloir que vous alliez chercher la clé, ou bien il faudra que je fasse le tour par la loge du portier. Je ne peux pas escalader les remparts de ce côté-ci. »« Restez où vous êtes, » répondis-je. « J'ai mon trousseau de clés dans ma poche. Peut-être vais-je arriver à ouvrir la porte. Sinon, j'irai. » Catherine s'amusa à danser, de ci, de là, devant la porte pendant que j'essayais toutes les grosses clés à tour de rôle. Je venais d'essayer la dernière et de constater qu'aucune ne convenait. Après avoir recommandé à ma jeune maîtresse de rester là, je me préparais à courir à la maison aussi vite que je pourrais, quand un bruit qui se rapprochait m'arrêta. C'était le trot d'un cheval. La danse de Catherine s'arrêta aussi. « Qui est-ce » demandai-je à voix basse. « Hélène, je voudrais que vous puissiez ouvrir la porte, » répondit-elle de même, d'un ton inquiet. « Ah, Miss Linton » cria une voix grave, celle du cavalier. « Je suis heureux de vous rencontrer. Ne vous hâtez pas d'entrer, car j'ai une explication à vous demander et à obtenir de vous. »« Je ne vous parlerai pas, monsieur Heathcliff, » répondit Catherine. « Papa dit que vous êtes un méchant homme, et que vous nous haïssez, lui et moi, et Hélène dit la même chose. » Cela ne fait rien à l'affaire. Je ne hais pas mon fils, je suppose, et c'est à son sujet que je réclame votre attention. Oui, il y a de quoi rougir. Il y a 2 ou 3 mois, n'aviez-vous pas l'habitude d'écrire à Linton et de jouer à l'amour avec lui, hein? Vous mériteriez tous deux de recevoir le fouet. Vous, spécialement, la plus âgée, et la moins sensible à ce qu'il paraît. J'ai vos lettres, et à la moindre insolence de votre part, je les ferai tenir à votre père. Sans doute vous êtes-vous fatigué de votre amusement et l'avez-vous envoyé au diable, n'est-il pas vrai? Seulement, vous avez du même coup plongé Linton dans un abîme de désespoir. Il avait pris la chose au sérieux, lui. Il était réellement amoureux. Aussi vrai que je vis, il est en train de mourir pour vous. Son cœur a été brisé par votre inconstance, non pas au figuré, mais au propre. Bien que Ayrton ait fait de lui une cible pour ses plaisanteries depuis 6 semaines et que j'ai employé des moyens plus sérieux en essayant de l'effrayer sur les conséquences de sa stupidité, son état empire tous les jours, et il sera sous terre avant l'été prochain si vous ne le sauvez pas. Comment pouvez-vous mentir si impudemment à cette pauvre enfant?
m'écriai-je de l'intérieur du parc. Je vous prie de passer votre chemin. Comment pouvez-vous, de propos délibérés, avoir recours à d'aussi pitoyables inventions? Miss Cathy, je vais faire sauter la serrure avec une pierre. Vous ne croirez pas ces méprisables absurdités. Vous le sentez bien vous-même. Il est impossible que quelqu'un meure d'amour pour une personne qu'il ne connaît pas. Je ne savais pas qu'il y eût des espions, murmura le coquin surpris. Digne Madame Dean, je vous aime bien, mais je n'aime pas votre double jeu, ajouta-t-il. Comment avez-vous pu mentir aussi impudemment pour affirmer que je haïssais cette pauvre enfant? Catherine Linton, ce nom seul m'émeut, ma bonne petite fille. Je serai absent de chez moi toute la semaine. Allez voir si je n'ai pas dit la vérité. Allez-y, vous serez bien, gentille. Imaginez seulement que votre père soit à ma place et Linton à la vôtre. Pensez à l'opinion que vous auriez de votre insouciant amoureux s'il refusait de faire un pas pour vous réconforter, alors que votre père lui-même l'en supplierait. Et ne tombez pas, par pure stupidité, dans la même erreur. Je jure, sur mon salut, qu'il est en train de mourir et que vous seul pouvez le sauver. La serrure céda et je sortis sur la route. Je jure que Linton est mourant, répéta Heathcliff en me lançant un regard sévère. Le chagrin et le désappointement précipitent sa fin. Nelly, si vous ne voulez pas la laisser y aller, vous pouvez y aller vous-même. Mais je ne serai pas de retour avant 8 jours, et je crois que votre maître ne ferait guère d'objection à ce qu'elle rendît visite à son cousin. Venez, dis-je, en prenant Cathy par le bras et en la forçant presque de rentrer, car elle hésitait, examinant avec des yeux troublés les traits de son interlocuteur, trop impassible pour déceler sa supercherie. Il poussa son cheval près d'elle et, se penchant, ajouta. Miss Catherine, je vous avouerai que j'ai peu de patience avec Linton. Ayrton et Joseph en ont encore moins. Je vous avouerai qu'il est dans un milieu plutôt rude. Il a soif de tendresse, aussi bien que d'amour. Un mot affectueux de votre part serait pour lui le meilleur remède. N'écoutez pas les cruels avis de madame Dean. Soyez généreuse, et trouvez moyen de le voir. Il rêve de vous, nuit et jour, et ne peut se laisser persuader que vous ne le haïssez pas, puisque vous n'écrivez, ni ne venez. Je fermai la porte et roulai une pierre devant pour aider la serrure branlante à la maintenir. Puis, ouvrant mon parapluie, j'attirai Catherine dessous, car la pluie commençait à percer à travers les branches gémissantes et nous avertissait de ne pas perdre de temps. Notre hâte empêcha tout commentaire sur la rencontre avec Heathcliff, pendant que nous nous dirigions à grands pas vers la maison. Mais je devinai instinctivement que le cœur de Catherine était voilé maintenant d'une double obscurité. Ses traits étaient empreints d'une telle tristesse qu'ils ne semblaient plus être les siens. Elle considérait évidemment ce qu'elle venait d'entendre comme la pure vérité. Le maître s'était retiré avant notre retour pour reposer. Cathy courut à sa chambre pour savoir comment il allait. Il s'était endormi. Elle revint et me pria de lui tenir compagnie dans la bibliothèque. Nous prîmes notre thé ensemble. Ensuite, elle s'étendit sur le tapis et me dit de ne pas parler, car elle était fatiguée. J'ouvris un livre et fis semblant de lire. Dès qu'elle me crut absorbée dans cette occupation, elle se mit à pleurer silencieusement. Cela semblait être devenu sa distraction favorite. Je la laissai en jouir un moment, puis je lui adressai des remontrances. Je tournai en ridicule toutes les assertions de M. Heathcliff au sujet de son fils, comme si j'étais sûre qu'elle allait être de mon avis. Hélas, je n'étais pas assez habile pour détruire l'effet qu'avaient produit ces dires, et qui étaient bien tels qu'ils l'avaient cherché. « Il est possible que vous ayez raison, Hélène, répondit-elle. Mais je ne me sentirai pas tranquille tant que je ne saurai pas ce qui en est. Il faut que je dise à Linton que ce n'est pas ma faute si je ne lui écris pas, et que je le convainque que je ne changerai pas de sentiment à son égard. » Que pouvaient, contre sa sotte crédulité, la colère et les protestations? Nous nous quittâmes ce soir-là, fâchés, mais le jour suivant me vis sur la route des Hauts de Hurlevent, aux côtés du poney de mon entêtée jeune maîtresse. Je n'avais pas pu supporter d'être témoin de son chagrin, de sa pâleur, de son abattement, de ses yeux gonflés. Et j'avais cédé.
avec le faible espoir que Linton lui-même pourrait donner, par la manière dont il nous recevrait, la preuve du peu de fondement qu'avait en réalité le conte fait par son père. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les hauts de Hurlevent. Donc je suis tout ébouriffée, vous m'excuserez comme d'habitude, hein. Et lunettes noires, parce que les hauts du Hurlevent, on est dans la gravité, dans la tragédie. Là encore ça va, là c'est de la tragédie un petit peu tiède, mais vous n'êtes pas prêts pour la fin. Nous sommes à 68% du livre, il nous reste 5 fois, donc 5 semaines. Donc prochaine semaine, 2 chapitres, ensuite une série de 3 chapitres, et enfin une série de 2 chapitres, et ça sera fini. Je ferai probablement une pause quand j'aurai fini les hauts du Hurlevent, parce que c'était quand même... Je dis pas que c'est long, c'est pas chiant en fait, mais c'est long de le faire toutes les semaines, et surtout comme j'avais été malade, là c'est encore plus long. C'est un livre qui est assez conséquent, et je vais faire une petite pause après. Et je crois que je tomberai à peu près en même temps sur la fin des contes merveilleux de Hans Christian Andersen, le tome 2. Donc j'aurai tout lu de Hans Christian Andersen, je crois. Donc nous avons lu 2 chapitres où je reviens vite fait dessus parce que moi j'ai une faculté d'oublier ce que j'ai lu qui est assez formidable. On a donc la petite Cathy qui doit avoir 16 ans, si je me plante pas à peu près, qui a retrouvé son cousin Linton, son cousin Ayrton, et qui a rencontré son tonton. En fait, je trouve que Heathcliff, quand il est dans l'explication de « Ah bah tiens, si la petite Catherine, elle se marie avec mon fils qui va crever dans pas longtemps, je vais pouvoir hériter comme ça à la mort de mon fils, et j'hériterai aussi de Thrushcross Grange. » Au final, je trouve qu'il n'est pas si stratégique que ça de le dire à voix haute. Parce que Nelly, elle n'est que, entre guillemets, femme de charge, donc domestique améliorée. Mais Nelly pourrait en parler de ça à son maître, donc à Monsieur Linton, donc à Edgar, le papa de Catherine. Et... Oh, il est vraiment débordant de mauvaiseté, là. Heathcliff, j'ai du mal, hein. C'est vraiment un personnage que j'aurais beaucoup de mal à fréquenter. Parce que là, mais par contre, il est plus dans la mesure, mais je pense qu'il est quelque part encore plus nuisible que Hindley, que le père de Ayrton. Je le trouve dur, moi, à jubiler du fait que Ayrton, c'est un grand couillon qui sait pas lire, c'est moi qui ai fait ça. Si Hindley l'apprenait, il voudrait m'étrangler, mais enfin, s'il sortait de sa tombe et tout ça. Vous voyez, on est toujours dans un... après, il y avait la mode du gothique à l'époque, hein. Et puis et je pense que c'est profondément un livre gothique, parce qu'on est quand même pas mal dans les... on est pas mal dans l'expression des sentiments. Je trouve que c'est un peu moins prégnant là, mais je trouve que le paysage et tout ça, ça fait partie aussi des personnages. Il y a moins d'éléments fantastiques. On parle plus on est encore dans le passé, donc on n'a plus accès à Monsieur Lockwood, le locataire de nos jours, enfin du présent, qui a vu le fantôme de Catherine mère, jeune fille, enfant presque. Et par contre, ouais, Heathcliff, putain de capacité de nuisance, hein. Alors que au final, Catherine fille, Catherine Linton et son papa, ils ont l'air de mener leur petite vie tranquille, assez plan-plan. J'ai l'impression que Catherine, d'un côté, elle est assez heureuse, mais elle aimerait peut-être que sa vie soit un peu plus large, qu'elle voit plus de monde, des choses comme ça. Et je comprends complètement qu'Edgar veuille continuer en fait à avoir complètement coupé les ponts avec Heathcliff, parce que c'est juste pas possible, ils peuvent pas se blairer, ça sert à rien qu'ils se fréquentent. Et Edgar, il doit être quand même vachement dans la culpabilité, à la fois pour sa sœur Isabelle, donc feu Madame Heathcliff,
Et pour Linton, donc son neveu qu'il a dû donner comme ça, c'est... Je trouve que c'est chaud. Catherine a fait un peu mal au cœur. J'ai l'impression qu'elle grandit. Elle grandit là, elle goûte un petit peu à la gravité de l'existence aussi parce que il y a l'inquiétude par rapport à la santé du père. Puis le soin à l'époque c'était pas fifou je pense. Là je trouve encore que Nelly, autant Nelly je trouve que des fois elle débordait un petit peu de ses attributions, de ses missions, etc. Autant je trouve que là elle est dans la bienveillance. Elle est rude quand même hein, avec Catherine. Parce que Catherine, elle n'a pas tous les éléments du contexte, donc si elle désobéit, elle le fait sans connaître le contexte. Et quelque part, en fait, elle en sait pas plus. Elle sait pas tout ce que Heathcliff il a fait pour cette famille et tout ça. Et on lui explique pas non plus. Et vous voyez là, elle est quand même bien différente de la Catherine qu'on a vue au tout début, qui a envoyé chier Heathcliff et tout ça, et Joseph qui disait qu'elle était une sorcière, hein, si vous vous souvenez. Mais Catherine, ouais, là, je la trouve un peu vulnérable, donc petite choupette, on a un petit peu plus envie de la protéger. Ayrton, il a l'air assez fasciné par elle. Et Linton, par contre, j'ai un peu de mal. Linton, j'ai l'impression qu'il est devenu un peu un jeune noble, un jeune personne de haute famille, mais que il a toujours ce côté très capricieux, mais il est aussi sous l'influence de son père. Donc, est-ce que il a besoin d'alliés, Linton. Et il a une place où il est fragile, il tire tout, en gros, toute la couverture à lui, il prive de lait les autres, etc. Mais ce qui fait qu'il n'est pas aimé. C'est triste pour lui. C'est quand même quelqu'un qui a une santé qui est fragile. Et je vous rappelle que Catherine, Catherine Linton va l'épouser et elle est veuve. Donc effectivement, c'est un jeune homme qui est décédé assez rapidement, qui n'a pas eu une existence très longue. Et du coup, je trouve ça un peu tristou. Après, quelque part, Catherine, elle est toujours en fait dans la séduction par rapport à Linton parce qu'il est élevé au même niveau social qu'elle. Et elle paraissait un peu plus ouverte à Ayrton jusqu'à ce que Linton se foute de sa gueule. Et ça, c'est triste. Parce qu'au final, on a Ayrton qui avait quasiment la place de Heathcliff à la mort de Papa Earnshaw. À la mort des deux parents Earnshaw, Hindley a fait tomber Heathcliff de son piédestal, de son état de fils préféré, etc., alors que c'était un enfant trouvé. Et Ayrton, en fait, il a cette place de Heathcliff, sauf que lui, c'est un vrai rustre parce qu'il sait pas lire. Il ne sait pas ses lettres. Il sait juste que c'est de l'anglais. Il connaît rien. Il connaît que le côté très paysan. C'est un paysan au final. Hein. C'est un paysan qui sait pas lire et qui est légalement en fait le propriétaire de la maison. Je sais pas. J'ai des doutes en fait sur la légitimité à l'héritage de Hindley de la légitimité de Heathcliff. Il y a de l'arnaque, ça c'est clair. Hein. Vous souvenez, ils ont joué de l'argent. Heathcliff a racheté au final Léo du Hurlevent en rachetant les dettes qu'Hindley avait envers lui. Mais est-ce que légalement c'est nickel? Parce que je pense que c'est un malin Heathcliff, mais est-ce qu'il ça il le savait? J'ai un doute. Je sais plus. Je sais plus exactement. C'est des subtilités que j'ai oubliées moi par rapport par rapport au livre. Mais là, on est encore je trouve, dans un côté assez doux du roman. Je vous cache pas que ça va redurcir un peu derrière. Je sais plus quand exactement, mais ça finit. C'est vraiment une fin douce amère. Ça finit bien pour certains, ça finit pas bien pour d'autres. Et ouais, c'est vraiment doux amer.
Mais bref, alors qui c'est que vous détestez? Qui c'est que vous avez envie de claquer? Qui c'est que vous avez envie de serrer dans vos bras? C'est pas évident, hein. Puis on est vraiment dans le côté huis clos en plus. Mais je trouve ça top. Moi, j'aime beaucoup ce bouquin-là. Et je pense que je creuserai le truc parce qu'il me semble bien que c'est assez biographique, autobiographique de la part d'Émilie Brontë sur ce qu'elle pouvait vivre, elle et ses sœurs, donc Anne et Charlotte, qui vivaient sous la tutelle et sous la coupe de leur frère Branwell, si je me trompe pas de prénom, Branwell, qui aurait inspiré Inlay. Pas le mec très funny, Branwell, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis assoiffée. Non, puis ça sert à rien que je reste déblatérée des heures. Donc j'espère que cette lecture continue à vous plaire. Je m'excuse du petit délai, mais j'avais du monde à la maison ce week-end. Ça faisait un bien fou de faire un peu autre chose. Et ça fait très très plaisir d'avoir eu ces visites-là et rencontré une personne. Et je vais peut-être vous raconter un peu plus ma life. Je sais pas encore la vidéo qu'il y aura mercredi parce que je l'ai pas encore tournée, donc c'est possible que ce soit à la bourre aussi. Parce que là, cette vidéo-là, elle va sortir mardi, je pense. Donc la vidéo du mercredi, possible qu'elle sorte le mercredi, mais tard, donc plutôt en fin de journée, je pense, parce que j'ai rien d'avance. Puis il faut que j'avance un petit peu. Mais donc je sais pas exactement. Je vais peut-être faire une vidéo un petit peu tardive sur la Saint-Valentin. Pourquoi pas. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon mardi, au lieu de vous souhaiter un dimanche, vu qu'on est déjà mardi. À demain sans doute pour la petite vidéo du mercredi. Et puis à ce week-end pour ceux qui veulent continuer l'aventure des Hauts de Hurlevent ou des contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Rêvez tout plein, lisez tout grand. Ou c'était l'inverse, on s'en fiche, c'est pareil. À tout bientôt. Salut!